Bonjour, Franck Bio. Donc, je suis le fondateur de l'association Réseau Ecohabitat et je suis accompagné par Jacqueline, qui est bénévole et qui a repéré et accompagné un certain nombre de familles en grande précarité. En fait, on a créé Réseau Ecohabitat il y a un peu plus de 10 ans, suite au fait que j'étais salarié au Secours catholique et que je constatais que 25% des aides financières consacrées par le Secours catholique, association caritative, servaient à payer des factures d'énergie pour des gens en grande précarité. Alors que des dispositifs d'aide à l'amélioration de l'habitat, il en existe. Mais je constatais que pour des personnes très modestes, en grande précarité, donc qui vivent sous le seuil de pauvreté, imaginer de faire 50 ou 70 000 euros de travaux, ça leur paraît impossible. Or, il existe des dispositifs, des tas de dispositifs pour aider des personnes à faire des travaux. Le problème, c'est que ces dispositifs sont tous plus ou moins complexes et assez inaccessibles pour des personnes qui, comme Ginette, en fait, n'a pas d'ordinateur chez elle, est seule, vit dans un logement très dégradé. Donc, aller chercher entre 10 et 12 demandes d'aide financière et de remplir en fait des tas de dossiers administratifs, ça lui paraît en fait impossible quand on voit tous ces dispositifs. Et même si elle était, si elle avait accès à ces dispositifs de financement, aujourd'hui, l'organisation de ces dispositifs contraint en fait Ginette à aller chercher elle-même des entreprises du bâtiment pour faire des devis et intervenir et faire des travaux. Et Ginette, qui a en fait 70 ans sur la photo, en fait, être confrontée à des entreprises du bâtiment qui parlent tout un langage en fait technique. Donc on voit bien que sur le terrain, il y a trois types d'acteurs qui coexistent. Alors Réseau Ecohabitat, en fait, finalement, n'est que en fait une coordination entre des gens qui parlent pas la même langue. Donc les bénévoles de terrain qui parlent le langage du cœur, les dispositifs de financement qui nous permettent de financer entre 90 et 95% du financement des travaux, et puis des entreprises du bâtiment, des fournisseurs de matériaux, des industriels qui peuvent aussi contribuer à la réalisation de ces travaux. Ce qu'on constate, c'est que pour permettre à ces familles donc très précaires de faire des travaux, c'est qu'il faut absolument en fait les accompagner de bout en bout. Ça va du repérage, ça va de préparer en fait chez elles le fait d'imaginer que c'est possible de faire des travaux de rénovation énergétique. Donc il y a tout un climat de confiance euh, pour leur permettre de se projeter. Il faut que le programme de travaux en fait correspondent en fait au bien-être de la famille. Donc on va pas voilà, on peut pas faire seulement de la rénovation énergétique si on prend pas en compte que la toiture elle est aussi fuyante. Donc on va faire un programme de rénovation qui soit global et qui ait le plus d'impact possible sur la vie de la famille. On va aller chercher bien entendu tous les financements et les entreprises qu'on va en fait accompagner pour réaliser ce programme de travaux. Et bien sûr, on va suivre les travaux avec un accompagnateur technique qui va permettre en fait de rassurer la famille sur le fait que les travaux sont bien réalisés et qui va rassurer aussi l'entreprise qui, elle, parle un peu technique. Et donc, on va la rassurer notamment sur les financements ou sur les choix de matériaux. Et bien entendu, l'accompagnement peut se poursuivre avec le bénévole qui connaît bien la famille et qui va en fait poursuivre l'accompagnement bien après les travaux, parfois même dans l'usage des nouveaux équipements dans le logement. Alors, pour repérer ces familles, hein, ce sont des familles souvent qui ne sortent plus de chez elles parce qu'elles ont honte de leur logement, donc elles vivent un peu recroquevillées chez elles. En fait, on permet aux bénévoles, j'allais dire, de développer 4 sens pour repérer ces familles en situation de précarité énergétique. Donc, en fait, c'est d'abord apprendre à écouter les personnes, ce qu'elles peuvent dire dans des permanences locales. J'ai froid, mes enfants dorment avec des chaussettes, je me plains pas, mais je suis frileuse, ou il pleut dans mon logement. Donc, apprendre en fait à regarder des maisons, regarder des façades, regarder des fenêtres, regarder quand on rentre dans le logement des systèmes de chauffage défaillants, regarder des installations électriques. Donc le fait de regarder et se dire
c'est pas normal de voir des choses en fait qui sont très dégradées dans les logements permet d'appréhender en fait des situations de précarité énergétique. En fait, parfois, il suffit juste d'utiliser son nez, son odorat, pour percevoir en fait un problème de qualité d'air intérieur dans le logement, mais qui peut être aussi lié à des moisissures, à l'humidité dans le logement qui peut être mal ventilé. Et puis, utiliser ses mains parce qu'en touchant une fenêtre, en touchant un système de chauffage, en touchant parfois des murs écaillés, en fait, on peut comprendre que qu'un bénévole est dans un logement très, très dégradé. Ce sont des signes qui permettent en fait de comprendre que des personnes sont en situation de grande précarité énergétique. Et donc, voilà, on va les amener, en fait, on va amener ces personnes à faire des programmes de travaux qui soient cohérents, qui soient ambitieux. Et on s'aperçoit que en travaillant sur l'habitat, en fait, c'est un peu comme travailler sur la personne elle-même, parce qu'en restaurant l'habitat, on restaure la dignité des personnes et on voit des gens qui retrouvent une estime d'eux-mêmes. Là, on voit la maison de Benoît avant travaux et après travaux. Et on voit en fait l'intérieur de Benoît. On voit même parfois des gens qui ressourient, des gens qui vont chez le coiffeur, qui retrouvent en fait une estimation, une estime d'eux-mêmes parce que le logement leur a permis de retrouver leur dignité. Je connaissais Franck déjà du Secours catholique d'avant. Et puis, un beau jour, il s'est trouvé qu'il n'y avait pas de bénévoles pour une commune. Donc, je me suis proposée pour aider Franck un petit peu dans ses fonctions. Je me suis dit, bon, je veux bien essayer de voir cette famille. Et là, ça a été la révélation. Ça a été pour moi une révélation. J'ai rencontré donc ce monsieur qui vivait dans un état de pauvreté, mais indescriptible. Il y avait des herbes très hautes devant sa maison. On pensait que c'était une maison abandonnée, mais ce monsieur vivait là sans électricité, sans rien, avec sa petite lampe torche, très, très froid dans sa maison. C'était vraiment très triste, très triste. J'ai discuté un petit peu. Tout d'abord, je dois dire, je n'étais pas très à l'aise tout au début, mais en discutant avec ce monsieur, je me suis aperçue que c'était vraiment quelqu'un de très gentil, de très bon et de très honnête, malgré que c'était un petit filou, mais que j'adorais, que j'adorais. Il avait un côté vraiment très attachant. Lorsqu'on a eu écho de sa situation, je lui ai donc parlé du réseau Ecohabitat et il a été vraiment très impressionné et il ne croyait pas du tout, il ne pensait pas que c'était possible. Bon, ça a duré effectivement, chose que maintenant je fais lorsque je vois de nouvelles familles, je les préviens tout de suite que ça peut être un petit peu long quand même. Ce ne sera pas fait dans l'immédiat, il faut compter 12 à 18 mois, enfin, des fois 2 ans, mais les gens sont prévenus. Mais là, je me suis trouvée devant des personnes qui avaient un petit handicap, comment je pourrais dire, parce que je ne veux pas être méchante et je veux je vais essayer de m'exprimer le mieux possible, qui avait une petite déficience, vous voyez, dans la tête. Et ça s'est révélé être des gens charmants, mais ils vivaient dans un logement vraiment horrible. On entendait les rats. Cette dame-là ne recevait pas ses petits-enfants. Elle avait un petit peu honte. Elle recevait personne, elle parlait à personne, elle se disputait avec tout le monde. Et quand vraiment les travaux ont débuté, il n'y croyait pas du tout. Il disait, mais non, on pensait que vous racontiez des histoires. On a fait les travaux et vraiment, ça a été quelque chose de merveilleux de voir ces gens maintenant. Au bout de 3 ans, cette dame m'appelle toujours, m'appelle une fois par semaine pour savoir comment je vais. Vous voyez, il y a vraiment ce côté... et c'est ce côté humain que j'aime beaucoup en qualité de bénévole. Donc, je me présente. Le fait d'être bénévole donne tout de suite confiance aux gens. Secours catholique, bénévole, les gens n'ont pas peur et vous ouvrent leurs portes parce que sinon, vous avez un certain recul. Ils savent que vous venez là uniquement parce que vous voulez les aider. Nous sommes une association caritative. Et là, donc, mon rôle à moi, c'est justement de les amener à rêver un petit peu parce que c'est un rêve. C'est un rêve. Pour elles, c'est un rêve. C'est quelque chose qui n'est pas possible autrement. Alors non, parce que le bénévole, c'est celui qui n'a rien à vendre, comme le disait Jacqueline, et c'est pas non plus un travailleur social.
Je dis souvent des gens, des mamans en fait, qui sont seules avec des enfants dans des logements très dégradés, elles ont peur qu'une assistante sociale vienne leur retirer leurs enfants. Et si ce sont des personnes âgées dans un logement très dégradé, en fait, elles ont peur, ces personnes, qu'on leur retire, qu'on les mette dans des maisons de retraite. Donc, le fait d'être bénévole et donc d'être tiers de confiance, et par définition, tiers de confiance, c'est le tiers, donc quelqu'un qui est extérieur, donc qui n'est pas une menace, et c'est confiance. Et la confiance, en latin, c'est avoir la foi ensemble. Mais le tiers de confiance, par définition, en fait, lui seul est amené à franchir en fait les portes du logement et à se rendre compte et à créer cette relation intime avec des personnes. Donc je dis même souvent que les gens ont plus d'espoir à jouer à l'euro-million un vendredi 13 que d'imaginer que la puissance publique peut encore les aider à faire des travaux. Alors en fait, on sait que, en prenant l'exemple de Jacqueline et d'autres bénévoles, en moyenne, annuellement, un bénévole, il consacre une centaine d'heures par an, donc pour permettre en fait aux familles de se projeter. C'est en moyenne 2 heures par semaine qui sont consacrées soit autour d'un café, d'une discussion pour garder en fait ce temps de confiance, soit pour faire des actes administratifs, aller à la mairie, aller rencontrer l'assistante sociale, recevoir l'artisan qui va faire son devis. Donc si on valorise à 15 euros en fait l'heure de bénévolat, c'est potentiellement 1500 euros en fait par an de temps d'accompagnement qui est nécessaire pour pouvoir permettre à ces personnes de se projeter. Absolument. Mais en même temps, c'est important de reconnaître que cette générosité, elle a un prix parce que c'est ça qui permet à des gens de se projeter dans un logement et d'avoir moins de problèmes de santé tôt ou tard, à des gens, à des enfants de mieux, de poursuivre leur scolarité parce qu'ils vont juste mieux dans leur logement. On a vu des gens retrouver un travail comme Benoît à l'issue du programme de travaux parce que, entre guillemets, ils sont débarrassés du problème du logement et de la gestion du quotidien dans un logement qui ne leur permet pas de vivre en fait humainement. Et le logement est aussi l'image de soi d'une certaine façon. Et si le logement est très dégradé, alors la personne, voilà, ça reflète aussi une certaine dégradation de la personne dans une vie sociale. Ah oui, tout à fait, parce que Madame Hulot, par exemple, ne faisait plus du tout de ménage. Vous voyez, que vous alliez chez elle, c'était sale, à la limite, c'était sale. Maintenant, vous pouvez y aller à n'importe quelle heure de la journée, elle n'arrête pas de frotter. Elle frotte, elle reçoit ses petits-enfants. C'est justement cette capacité à prendre en compte que en fait la maison c'est pas qu'un objet technique, hein, et de permettre de construire cette relation de confiance en fait avec des familles. Alors je suis assez optimiste parce que je vous prends un exemple. Quand il y a 10 ans, l'Agence nationale de l'habitat finançait au maximum 50, donner en fait 50% de subventions pour des programmes de travaux plafonnés à 50 000 euros. Donc, elle donnait la moitié de 50 000 euros. Aujourd'hui, c'est-à-dire enfin, plutôt le 1er janvier 2024, l'Agence nationale de l'habitat va pouvoir accorder jusqu'à 90%, je dis bien 90% d'un montant de travaux plafonné à 70 000 euros. Donc, elle va quasiment tripler, presque tripler son aide financière, mais à condition, enfin, conditionnant en fait la situation de précarité des gens. Malheureusement, en fait, la prise en compte du social et du technique, ça reste compliqué. Donc, je pense il y a trop peu de travailleurs sociaux qui prennent en compte l'habitat comme un levier en fait d'accompagnement social et qui se cantonnent à ouvrir des dispositifs de droit commun ou à des aides financières d'urgence et pas en fait à travailler sur une solution durable au travers du logement. Et malheureusement, du coup, en fait, cet argent, il y a plein de conditions et qui complexifient en fait les mécanismes. Et ce qu'il nous manquerait en fait en termes de politique, on va dire publique, qu'elle soit européenne ou au niveau national,
c'est qu'on crée en fait, enfin qu'on confie finalement l'argent public à des opérateurs qui en fait adaptent le financement en fonction des situations. Et je dirais à plein de gens d'essayer de le faire parce que c'est vraiment quelque chose de très fort. Ça apporte beaucoup. Ça permet de relativiser sur son sort, il faut être honnête. Et ensuite, ça vous ouvre tout un tas d'horizons qu'on ne pourrait pas voir autrement.